Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 24 mars 2025. On se retrouve avec un Bitcoin à 87 000 $, 1700 milliards de capitalisation, plus 3,27 sur les dernières 24 heures. Un Ether à 2071 qui relance également de plus 3%. On a plus 6 pour Solana à 138 $. Donc on a une belle respiration de marché. Ça se passe plutôt pas mal à cheval entre cette fin de dimanche et début de semaine d'après, avec un lundi où en général il faut quand même vérifier si c'était pas un piège acheteur et que derrière on se fait replonger un peu sous la mer, mais pour l'instant ça a l'air d'être positif, donc on va en profiter. Chainlink plus 5%, plus 11 sur la semaine, plus 10 pour Avalanche qui se hisse à 21,50 $ à 8 milliards de capitalisation, 4,40 pour Polkadot, 4% également pour PP, 3% pour Minir Protocol au KB, on a plus 5, plus 6 pour Rondo et Mantle, on a AV à plus 3, plus 5 pour VeChain et on voit que l'intégralité de ce top 50 est dans le vert. On a un petit résistant en daily avec OKB, mais bon, on a Ethena à plus 10, on a plus 8 pour Celestia, plus 15 pour Sonic, et qui clôture donc à la 50e place avec Algorand à 1,7 milliard de capitalisation. Le 4 heures où on vient coller sur une zone de polarité, les 87 ici, qui nous permettrait d'ouvrir à la prochaine zone de confluence autour de 91-92. On a aussi la petite trend qui va arriver par le nord et qui collera autour de 89. Donc il faudrait un mouvement un peu violent sur ce début de semaine qui nous permettrait de reprendre les 91-92 et là on pourrait commencer à souffler un petit peu plus par rapport à la globalité de ce dernier mouvement et définir que peut-être les 76 étaient le fameux bottom, en tout cas pour ce mouvement qui s'était enclenché depuis la perte justement des 91-92 de façon un peu brutale. Le Crypto Fear and Greed 45 dans la neutralité, on n'est plus dans la peur ou l'extrême peur, donc c'est à noter sur ce lundi, puisse le mois d'avril perdurer derrière dans le vert, puisque là, d'ici une grosse semaine, évidemment, on clôturera le trimestre en plus pour ce premier trimestre de l'année 2025. Et on part du côté des news avec un marché qui respire et ce soir, nous recevrons 20h lors du live Twitch Aurélien Giraudon, qui est le CEO France désormais de Swissborg. Donc on parlera des marchés, on parlera de la macro et de toute la vision qu'ils ont, notamment du côté de Swissborg, pour savoir comment ils anticipent justement les différentes phases de marché. Vous avez également à 9h la newsletter l'Oracle qui est paru du côté de Substack et c'est totalement gratuit. The Kobayashi Letter qui mettait en avant qu'il y a eu une pression acheteuse de 8 milliards au niveau de l'action Tesla avec les retail qui sont en train de faire un énorme pic ici. Alors est-ce qu'ils sont en train de tous se tromper? J'y reviens dans un instant puisqu'on avait un chart aussi qui accréditait plutôt pas mal cette thèse. On a Axel Adler qui met en avant que petit à petit, depuis fin février, les vendeurs sont en train de s'épuiser. Donc c'est normal, hein, on avait une belle zone de confluence autour de 73-75, pour rappel 1000 $ pour Bitcoin qu'on n'a pas touché. On s'est arrêté juste avant 76. C'est pour ça que, comme on le rappelle souvent aussi, quand vous prévoyez de déclencher des ordres, il faut toujours avoir une fourchette de prix et pas juste un prix fixe. Ça vaut pour l'entrée, mais ça vaut aussi pour la sortie. On a JC Parets qui disait qu'il faudrait reprendre les 2100, je dirais même 2100-2150, puisqu'on l'avait vu plusieurs fois, c'est une zone de confluence majeure pour Ether pour essayer de commencer à renverser un peu la vapeur, mais on part de tellement loin que bon, voilà, on va attendre que ça se passe, hein. On n'a plus envie d'anticiper franchement sur Ether. L'analyste curieux qui nous faisait part donc des 10 plus grandes erreurs en investissement et en bourse, donc investir sans stratégie claire, ça je pense que tout à chacun l'a expérimenté, laisser ses émotions guider les décisions, que ça soit le FOMO d'un côté ou l'avidité, la peur et bon nombre d'autres choses de l'autre quand il faut vendre, essayer de timer le marché, alors ça c'est très vrai pour notamment les marchés traditionnels et les indices de type ETF, que ça soit pour le World, S&P 500, etc. Les statistiques en tout cas sur des dizaines d'années prouvent qu'il vaut mieux être exposé au marché, peu importe quand on rentre finalement. Consulter trop fréquemment le portefeuille, ça crée beaucoup d'anxiété, négliger l'importance du long terme, ne pas faire de recherche suffisante, ignorer l'importance de la gestion des risques, toujours peser dans la balance quand je mets 10 $ sur la table, combien je peux en retirer, combien je peux en perdre. Si le ratio n'est pas en votre faveur, eh bien passez votre chemin. Manque de diversification, et ça pour les crypto-bros, on est complètement cloué nous malheureusement avec la volatilité monstre que nous offre parfois à la hausse. Certes on en bénéficie positivement le marché des crypto-actifs, mais d'un autre côté quand ça redescend, on se fait aussi complètement siphonner. Donc c'est très complexe et c'est pour ça que la psychologie associée justement au marché des crypto-monnaies est d'autant plus difficile. Effectuer des transactions trop
trop fréquente, ça c'est clair et net, et c'est pour ça que ceux qui s'essaient aussi au trading actif, essayez vraiment de faire attention à ça, puisque en tant que particulier, vous avez excessivement peu de chances de performer là-dedans. C'est les quelques exceptions qui confirment la règle, et négliger le coût des frais, et ça notamment on l'a vu du côté des ETF et des contrats d'assurance vie qui sont blindés de frais et qui peuvent au long terme en effet avoir un impact assez colossal. Le double marteau, donc avec une zone qui a été bien payée pour l'instant par le marché justement sur Tesla, le tout avec une divergence et des oscillateurs qui ont été complètement reset. Je crois qu'on était à moins 55% par rapport au top, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que c'est peut-être le bon moment pour Tesla de justement se donner les moyens, et peut-être à Elon Musk d'essayer d'arrondir un peu les angles au niveau de sa communication. Le S&P 500 et sa performance sur 10 ans, on voit que depuis 2015, eh bien ça a été des années souvent au-dessus de plus 10%, puisque 2015 c'était plus 13, 2016 plus 16, 2017 plus 7, 2018 0%, 2019 34%, 2020 plus 8, 2021 quasiment 40%, 2022 moins 13 avec notamment le point bas qui a été trouvé autour de l'automne, 2023 plus 22, 2024 plus 33, ce qui nous donne sur une dizaine d'années plus 11,21%. Et est-ce que la décennie à venir va être une décennie aussi porteuse? En tout cas, on a vu récemment que les Goldman Sachs et consorts disaient qu'on pourrait plutôt partir sur du 3%, ce qui contrebalancerait justement les excès de la décennie que l'on vient de connaître. Avec Goku, encore un mineur solo chanceux qui a remporté la récompense de 266 000 bitcoins. En effet, le bloc Bitcoin 888 737 contenait 2327 transactions, et en récompense, le mineur a reçu un paiement de 3,125 bitcoins, qui est l'actuel reward du réseau, donc en termes de récompense de la blockchain du Bitcoin, et qui est divisé par 2 tous les 4 ans, le fameux halving, ainsi que 0,032 BTC de frais, donc le tout avec une toute petite machine. Donc ça fait 2 fois que ça arrive en pas très longtemps, et je pense que ces personnes ont été très contentes. On avait toujours Axel Adler qui nous mettait en avant les différents territoires du Price Model Investor Bitcoin. On va voir ce que ça donnera, mais on a touché une médiane ici récemment, justement dès lors qu'on s'est approché des 75 000 $. Et au plus bas, on voit qu'aujourd'hui, les points bas qui pourraient être touchés lors d'un bear market, qu'ils soient modérés ou qu'ils soient vraiment horribles, comme on avait pu en avoir notamment en 2018-2019, eh bien ça se trouverait dans une fourchette située entre 35, 30 maximum et 40 000 $. Donc quand on voit qu'aujourd'hui on a une moyenne mobile 200 semaines autour de 45 000, c'est ce que je disais une fois dans un post précédent où vraiment j'avais pris toutes les métriques, j'essaierai de vous le faire remonter, mais n'hésitez pas à aller chercher, ça devait être il y a quelques semaines, où vraiment je prenais toutes les métriques, que ça soit d'un point de vue du coût énergétique à un instant T, que ça soit les moyennes mobiles, que ça soit les zones de confluence, le prix on-chain, etc. J'arrivais à une conclusion où les personnes qui sont rentrées aujourd'hui entre 15 et on va dire 30-40 000 $ peuvent se considérer comme safe sur ce cycle, quand bien même on reviendrait travailler justement en bear market autour de 40 000. Les personnes qui sont entre 40 et 60, on va dire, sont dans une fourchette moyenne de prix d'acquisition pour Bitcoin, qui peut être à risque en bear market, mais qui est quand même plutôt safe. Et les personnes au-dessus de 60-70, elles, on l'a vu récemment, peuvent être à risque beaucoup plus rapidement en cas de dégradation profonde, c'est-à-dire de bear market du marché des crypto-monnaies. L'analyse technique, après 2 semaines de volatilité forte, et notamment la bougie Donald Trump, comme j'aime à l'appeler, qui nous avait fait un balayage de 96 à 78. Donc voilà, on a eu vraiment pas mal de volatilité à ce moment-là, notamment sur le mouvement qu'il avait déclenché le dimanche de cette semaine de fin février 2025. Donc c'était il y a à peine un mois. Et donc aujourd'hui, on attaque la 3e semaine peut-être de hausse consécutive, après avoir légèrement front-run ici, autour de 76,5, la moyenne mobile 50, qui continue de remonter. La 200, comme je vous disais à l'instant, est à 45,5, et quand on en fait la projection tout simplement avec une droite ici, vous voyez qu'elle sera alignée autour d'octobre 2025 avec les 52 000 $ et avec le 0,618 de Fibo. Donc quand on prend les choses dans leur ensemble, finalement il peut se passer 2 choses un peu différentes, mais tous les chemins mènent au bull run, j'ai envie de vous dire, quand bien même entre temps parfois il y a un petit bear market qui passe par là. En tout cas aujourd'hui, on voit qu'on a une contraction
correction de prix qui est comprise au final entre la borne haute ici qui est pas mal matérialisée par la moyenne mobile 20 autour de 94-95 000 $, avec la zone de décrochage comme on l'a vu tout à l'heure qui est à 91-92, et en bas on a le barrage qui a tenu bon pour l'instant autour de 75-76, avec en dernier recours on voulait voir maximum une mèche ici autour des 73-74, le 0,38,2 de Fibo, et voilà, ça faisait un support qui était plutôt legit. Il a été payé en amont bien entendu, puisque le but c'est pas de faire gagner la majorité du marché pile poil sur les targets de prix qu'ils attendent. Et donc aujourd'hui, si on prend en considération que le mouvement primaire c'était tout ça ici, qu'on a un rebond technique qui est en cours à court terme et qui n'est pas terminé bien entendu, soit on s'arrête justement autour de 87-88 ou on poursuit jusqu'à 92-93, et derrière il se passera deux choses ici, soit on continue de casser la volatilité et on fait un semblant de W ascendant ou une petite séance ici juste sous le point pivot des 92-94, ou bien on va trouver de la résistance majeure de nouveau, les vendeurs seront intéressés et à partir de ce mouvement primaire donc qui était la première impulsion, mouvement correctif à la hausse, et derrière on vient chercher une seconde impulsion baissière qui soit franchira le fameux support des 73-75 ou bien le tiendra, ou bien eh bien effectivement on s'était tous plantés et on a eu le top de ce marché ici à 110 000 et on continuera de faire comme ça un peu le yo-yo pour retourner comme on l'a fait à l'époque ici même où on a travaillé sous la moyenne mobile 200, mais personnellement sur ce cycle je viserai plutôt la moyenne mobile 200 qui très certainement sera attendue et payée par les professionnels et les institutionnels. Donc ça serait si on rentrait en bear market autour de l'automne début 2026 avec un point bas qui pourrait se trouver au mieux autour de 50 000, au plus bas, comme on l'a vu tout à l'heure, du 40-45, et c'était étayé par pas mal de data, que ça soit on-chain, macro, ou voilà, peu importe où l'on regardait. Il y a aussi les mineurs qui aujourd'hui minent finalement à assez peu cher sur Bitcoin. Je crois qu'on est autour, si on fait une moyenne vraiment mondialisée, des 35 000 $ au prix actuel et au hash rate actuel, puisque d'une quinzaine sur une quinzaine, ça peut totalement s'actualiser. Donc il est important aussi de comprendre la corrélation entre le mining et le prix. C'est pas le prix du mining qui va définir le prix du cours du Bitcoin, c'est un auto-ajustement perpétuel, ce qui fait que si demain d'un seul coup le Bitcoin s'effondre et va à 50 000, il y a beaucoup de mineurs qui ne vont pas pouvoir subsister et qui vont devoir débrancher tous ceux qui ont un coût de minage beaucoup trop supérieur à ce prix-là ou qui n'ont pas les reins suffisamment solides, et à chaque fois on voit des capitulations des mineurs, bien que ces dernières années, ceux qui sont restés forcément sont ceux qui sont les acteurs les plus historiques, et donc on a quand même un peu moins d'épuration par rapport à ceux qui tentaient l'aventure à l'époque. Le crypto total est à 2800 milliards tout pile ce matin, donc zone de confluence autour de 3000, je veux dire c'est assez lisible, on a rebondi pile poil sur le support RSI, que ça soit pour le crypto total ou pour le Bitcoin, donc c'est plutôt cool quand même de voir le marché réagir sur des zones clés. On a Ether également qui a défendu donc les 1750, on avait le POC du volume profile juste en dessous à 1622, donc ça englobe quasiment le bear market en plus de 2022, donc c'est plutôt parlant, j'ai envie de dire, pour la suite. Là aussi on est sous toutes les moyennes mobiles, bon ça va être très compliqué pour Ether de renverser la polarité, à partir du moment où on avait eu cette bougie impulsive en novembre 2024 qui nous a fait passer de 2004 à 3002, personnellement j'estimais ici qu'on était sorti du sable. On avait bien contracté le prix pendant pas mal de temps, août 2024, octobre 2024, on sort, on va chercher les 4000, pour moi c'était gagné ici. On passait à 5000, on passait à 7000, on passait peut-être à 10 000, si jamais on avait eu la liquidité nécessaire. Malheureusement, on a vu que le début d'année 2025 n'a pas été à l'image du début d'année 2024, et bien voilà, c'est un report, c'est une macro qui malheureusement est de plus en plus incertaine, un marché crypto qui devient de plus en plus illisible et de plus en plus complexe, et il faut composer avec, il faut pas se mettre des œillères et dire oui, ça fera coûte que coûte ce qu'on a connu par le passé, oui en 2020, 2021, moi je peux vous le dire pour l'avoir vécu, 2020-2021, on n'a pas du tout les conditions aujourd'hui qui sont réunies telles que c'était à l'époque, et qui notamment en dehors du marché crypto, pour vous démontrer à quel point on avait de la liquidité à plus savoir quoi en faire au moment du Covid, ça avait alimenté aussi une frénésie du côté des montres de luxe, avec des montres à 15 000 qui ont fini à 90-100 K. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, à ce moment-là, il y a à peu près tout qui
qui pouvaient pump dans des proportions complètement folles. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est beaucoup plus raisonné et raisonnable, le tout avec une liquidité qui n'est pas encore là, ou pas encore alignée en tout cas vis-à-vis du marché crypto. Donc je suppose, quand on regarde dans la globalité, que ça soit du côté des altcoins ou que ça soit du côté de Bitcoin, qui a été le grand choisi sur ce cycle, et je pense que ça perdurera, qu'on est au bon endroit au bon moment par rapport au prix et ce que représentent les altcoins, et que derrière il va falloir être extrêmement sélectif, de n'en garder finalement que 3, 4, 5 grands maximum si vous êtes un amoureux des altcoins, et donner une position des plus importantes dans votre portefeuille à Bitcoin, qui finalement sera le socle, un peu comme pour les métaux précieux, l'or, puisque c'est souvent comparé même par BlackRock et compagnie, qui pitchent ça à ses clients institutionnels comme l'or numérique. Donc voilà, si vous avez de l'or dans votre portefeuille, vous vous doutez bien que ça crée un socle à votre portefeuille, et que si vous êtes uniquement du côté des altcoins, vous en subirez potentiellement les conséquences. Au niveau des indices, le DXY qui donc ouvre légèrement rouge ce lundi autour des 104 points. On a les futurs ES1, donc le S&P 500 qui est dans le vert à 1%, et le Nasdaq également, donc ça c'est positif pour le marché crypto, à ceci près que bon, on est toujours sous la moyenne mobile 50 pour le Nasdaq, et le futur du S&P, on essaie de repasser au-dessus, mais comme je vous le dis, les marchés ne sont même pas encore ouverts. On a bel et bien purgé les fameux 4 sorcières sur vendredi dernier, donc ça a permis là aussi d'expirer beaucoup de contrats d'options et de futurs, peut-être pour repartir d'un meilleur pied pour l'instant, et jusqu'aux prochaines clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles, mais en tout cas pour l'instant, bon, on a une détente un peu du string, peut-être que les choses sont en train de se passer et de se poser, et comme on l'avait vu dans là aussi une des dernières émissions, historiquement, les baisses comme ça d'une dizaine de pourcents sur indice se font tous les 2 ans à peu près en moyenne, et celles d'une vingtaine de pourcents n'apparaissent que tous les 4 ans. Donc on peut constater, notamment pour ceux qui se positionnent sur des ETF, que ça reste des opportunités qui vous font gagner, et là je m'en réfère aux informations qu'on a vues tout à l'heure au niveau du news flow, que si on est sur du 11% annualisé sur les 10 dernières années, eh bien vous avez déjà gagné une année pleine et entière en payant le S&P 500 à moins de 10%. C'est pas pour autant qu'il ne peut pas reperdre moins de 10% supplémentaires, voire plus. On l'a vu par le passé, des fois on a des mouvements de marché qu'on ne peut pas prédire, on a des signes noirs, on a des cracks qui parfois viennent d'un seul coup, alors que certains les avaient vus arriver, et notamment les subprimes en 2008. Mais nous, grand public, qui finalement suivons un peu comme des petits poissons le courant quand il pousse dans un sens ou dans l'autre, eh bien nous pouvons que réagir à ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'essayer de faire trop de prédictions sur les marchés financiers, ça reste voilà un peu de la boule de cristal, comme on dit souvent en plaisantant, et d'un autre côté, on est obligé de se faire quelques projections mentales, sinon on ne sait pas du tout où l'on va, et à ce compte-là, je suppose que les statistiques historiques nous aident quand même à naviguer un minimum dans cette eau déchaînée et trouble que sont les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis rendez-vous à 20h ce soir sur Twitch, volontairement émission pas trop longue ce matin, ce qui nous laissera le temps de dérouler un peu plus dans la longueur ce soir et d'avoir des intervenants de qualité, avec notamment Aurélien Giraudon, donc le CEO France de Swissborg. À ce soir, ciao ciao.